Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir ce soir de vous accueillir à l'Institut français d'Égypte pour cette dernière conférence de l'année Midan Mounira. Je m'exprime ici au nom de l'IFAO et de son directeur Laurent Bavet et de son adjoint Nicolas Michel qui malheureusement en raison d'obligations à Paris ne peuvent pas être présents ce soir. Mais c'est avec un grand bonheur que je les remplace pour accueillir Mercedes Vollet pour sa conférence ce soir intitulée « L'architecture néo-mamelouk après 1867 au Caire et ailleurs ». Vaste sujet, vaste programme qui pour nous a une résonance toute particulière. D'une part parce que toute la semaine dernière, nous avons pendant une semaine entière organisé une série d'événements et de conférences consacrées à la fabrique de la ville durable au Caire et en Égypte. Et pendant toutes ces conférences et toutes les discussions, il y a eu pas mal de références à ce qui a pu être fait au XIXe siècle et le long héritage de coopération entre la France et l'Égypte pendant cette période et qui ont permis les très belles réalisations qu'on peut admirer encore aujourd'hui dans les centres-villes du Caire et aussi d'Alexandrie. Deuxième actualité, parce que Mercedes Vollet nous parlera également du lien avec les expositions universelles. Et comme vous le savez, la France, donc là je me permets de faire un peu de promotion, la France est candidate à l'organisation de l'exposition universelle en 2025. Et donc pour nous aussi, ça a une résonance toute particulière de pouvoir parler de ces grands événements qui ont eu dans chaque pays où ils ont été organisés un retentissement à la fois sur le moment mais aussi plus durable en matière d'architecture. Nul besoin de présenter Mercedes Vollet, mais je me permets de le faire une nouvelle fois parce que je dois avouer que son parcours est impressionnant. Donc Mercedes Vollet est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'architecture et du patrimoine des 19e et 20e siècles en Égypte. Et ses travaux ont été couronnés, et c'est là où c'est impressionnant, d'où le prix de l'avoir ce soir parmi nous. Donc ces travaux ont été couronnés par le prix Michel Seurat en 1990, le prix Jean-Édouard Gobi en 2009, le prix Hubert Lyautey en 2013 et le prix de la traduction du Festival d'histoire de l'art de Fontainebleau en 2014. N'en jetez plus, vous avez ce soir parmi vous l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure spécialiste du sujet qu'elle va aborder ce soir. Et encore une fois, je la remercie pour sa présence amicale. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions de l'entendre et de l'écouter, mais nous avons déjà évoqué des projets pour l'année prochaine ou l'année suivante. Merci à vous et bonne soirée. Merci beaucoup pour cette très aimable introduction. À mon tour de faire quelques remerciements. D'abord à l'IFAO qui me permet donc d'intervenir dans le cadre des conférences de Midan Mounira et date qui coïncide aussi, donc je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer, avec la sortie du volume 50 des Annales islamologiques dans lequel j'ai coordonné un gros dossier, non pas sur le sujet de ce soir, mais sur le sujet de l'architecture moderne en Égypte. Et certains des aspects dont je parlerai aujourd'hui se retrouvent aussi dans le volume. Je suis très heureuse d'avoir cette occasion de pouvoir partager mes recherches avec vous. J'ai toujours grand plaisir à présenter mes travaux en Égypte et j'ai notamment souvenir de conférences à l'Université du Caire il y a 2 ans qui avaient été un moment pour moi très intéressant d'échange à partir de mes travaux. Donc voilà, ce dont je voudrais vous parler ce soir commence à être illustré à l'écran avec 2 constructions, l'une de 1868, l'autre de 1890, qui effectivement éclaire ce que j'appellerais volontiers le moment mamelouk des arts européens au XIXe siècle. Donc mamelouk, peut-être c'est pas la peine de le préciser ici, mais quand même du nom donc de la période qui consacre l'apogée de l'art islamique égyptien au XIVe et XVe siècle. Mohamed Bouabdallah a parlé des expositions universelles et ces 2 constructions
avant de devenir les constructions qui sont à l'écran, ont été des pavillons d'exposition universelle. J'en reparlerai tout à l'heure. En fait, c'est à partir des éléments qui avaient servi à faire les pavillons égyptiens des expositions universelles de 1867 et 1889 que leurs commissaires ont réinventé une autre architecture. Donc il y a cette idée de recyclage, vous allez voir, et d'archaïsme d'une certaine manière aussi, qui court tout le long de ce que je voudrais vous dire ce soir, ou en tout cas essayer de vous faire sentir. Une autre petite chose, puisque je vois que j'ai des amis égyptologues dans la salle, et c'est intéressant de le noter, c'est ce qui est en bas, la carte postale dont le titre est Villa arabe à Arromanches. Alors Arromanches, c'est une petite ville de bord de mer, hein, qui a commencé à être célèbre, qui était un lieu de villégiature important à ce moment-là. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que donc Villa arabe, là sur la carte postale, mais dans les archives et dans le testament en particulier de son propriétaire, la construction est qualifiée de chalet égyptien dans les sources, et non pas villa arabe, non pas chalet arabe et non pas chalet musulman. Et je trouve que ça dit quelque chose en fait, du fait que justement à cette époque-là, égyptien n'était pas synonyme d'Égypte ancienne. Nos collègues égyptologues ont réussi d'une certaine manière à s'emparer du vocable égyptien et de le faire leur, au point qu'aujourd'hui, il faut souvent expliquer, et moi ça m'arrive, quand je dis que je travaille sur l'architecture égyptienne, on me dit « Ah oui, les temples, quelle époque, etc. » Je dis « Ben non, pas vraiment. » Mais en tout cas, à cette époque-là, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, pour un collectionneur et un amateur français, la construction dite villa arabe sur la carte postale était considérée comme un chalet égyptien, ce qui, d'une certaine manière, montre pour moi la proximité très importante, cette présence mamelouk dans l'Europe au XIXe siècle, donc une large familiarité avec les arts de cette période, et c'est un peu ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Le deuxième fil conducteur de ma présentation, il a à voir avec les lectures multiples qu'on peut faire de ce phénomène. En gros, souvent, dès qu'on parle d'architecture néo-mamelouk ou d'architecture islamique, on a tendance à faire une lecture exclusivement politique du phénomène. Et ce que je voudrais montrer, et bon, voilà, en tout cas, c'est ouvert à débat, c'est qu'il y a aussi des dimensions culturelles, et y compris des dimensions esthétiques à ce phénomène, que la lecture exclusivement politique ne rend pas compte, ne rend pas justice, à mon avis, à l'ampleur du phénomène. Donc voilà, j'ai conçu cette intervention en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais revenir un peu, parce que c'est important, sur l'intérêt accordé par des amateurs et des artistes de tous bords au monument du Caire médiéval, à partir des années 1900, et en particulier à partir de la description de l'Égypte, même si on pourrait remonter plus avant. Mais enfin bon, voilà un moment pratique, si la diapo veut bien. Ah, bon, je crois que je vais avoir besoin de la technique. Ah, bon. Voilà, c'est bien. Donc voilà, dans une deuxième partie, je voudrais vous parler un peu de la façon dont a été transposée dans l'architecture et plus largement dans les arts européens au XIXe siècle cette intimité ou cette familiarité avec l'architecture et l'ornement mamelouk en Égypte et au-delà. Vous verrez qu'il y a d'autres exemples aussi. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais revenir en Égypte d'une certaine manière pour évoquer le versant local de cette forme d'historicisme ou d'archaïsme ou de renaissance, comme on voudra, de revival, de cet art mamelouk.
Donc ma première partie concerne donc la façon dont on s'est approprié les monuments par le dessin d'abord. Assez tôt dans le siècle. On connaît bien les travaux de Pascal Coste, par exemple, qui a consacré près de 10 ans à dessiner des monuments du Caire et encore 10 ans à faire aboutir ça sous forme de grands albums. Mais il y a en fait plein d'autres exemples que souvent on connaît beaucoup moins bien. Là, on a par exemple à l'écran des documents absolument extraordinaires. C'est des daguerréotypes, donc des plaques de cuivre argentées sur lesquelles, avec des procédés très compliqués, on pouvait faire apparaître des images. Et donc cet autre amateur, un des premiers photographes, Joseph Philibert Giraud de Pranget, il passe 2 ans à photographier des mosquées au Caire et des dômes, des coupoles aussi, de l'ornement. Il en ramène plus de 800 plaques. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. C'est très lourd, c'est très compliqué de prendre des photos. Donc voilà, et cette œuvre qui en fait rejoint un autre de ses intérêts pour l'Alhambra. Donc Giraud de Pranget a passé sa vie à travailler soit sur les monuments du Caire, soit sur les monuments de l'Alhambra, avec à la clé effectivement aussi quelques belles publications, va faire l'objet d'une grande exposition au musée d'Orsay dans 2 ans, je crois. Autre exemple, peut-être peu connu aussi, mais tout à fait intéressant, celui d'Adalbert de Beaumont. Lui, il est au Caire dans les années 1840. D'ailleurs, il y a énormément de monde au Caire dans les années 1840. D'une certaine manière, ça vaudrait presque le coup de faire un recensement systématique de tous ces artistes, de tous ces dessinateurs qui viennent au Caire, parfois avec des théories assez étranges. Dans le cas d'Adalbert de Beaumont, à qui on doit aussi cette belle représentation de la mosquée de Qaïtbé. Il avait une théorie tout à fait fumeuse, qui s'est avérée d'ailleurs totalement fausse, sur l'origine, disons, marine de l'ornement islamique, parce qu'il avait comparé des madrépores, enfin de l'organisation des madrépores avec la répétitivité géométrique de l'ornement islamique. Bon, ça vaut ce que ça vaut et ça ne vaut rien de fait, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, à cette époque-là, toutes sortes de... Enfin, il y a un intérêt pour ces monuments, on essaye de les comprendre, on n'en comprend pas toujours grand-chose, mais on essaye et surtout on les dessine, et donc on produit des documents qui, du coup, rapprochent visuellement les monuments du Caire du public européen. Un autre, et ça c'est une des dimensions, une des raisons pour lesquelles ces travaux sont faits, c'est qu'à partir de là aussi, on conçoit des ornements modernes, en fait. Et là, par exemple, c'est un très joli dessin d'Albert de Beaumont qui est conservé au Musée des Arts Décoratifs à Paris et qui donc est un modèle pour des carreaux dans le style turc à partir d'un exemple d'Iznik qu'il avait probablement relevé en Égypte. Alors, c'est jamais vraiment des copies complètes, hein. Il y a aussi une dimension d'interprétation, mais c'est pour vous dire l'importance que cette architecture, cette décoration a dans l'imaginaire européen de ce moment-là. Un autre de mes personnages qui m'est très cher, Prise d'Aven, lui c'est encore une autre histoire parce qu'il passe quasiment 20 ans en Égypte, d'abord comme fonctionnaire de Mohamed Ali et ensuite à son propre compte pour faire ce qu'il appelle une histoire monumentale de l'Égypte. C'est le moment en Europe où l'histoire se constitue, enfin l'écriture historique commence à se constituer en dehors des seuls textes et où on s'intéresse aux objets, mais aussi aux monuments pour écrire une histoire à partir de là. Et l'idée, c'est que d'une certaine manière, le monument ou l'objet donne un rapport direct à des choses du passé, à la différence des textes qui souvent sont ultérieurs et qui donc ont une médiation, en tout cas séparent l'observateur contemporain
du passé. En tout cas, pareil, il y a eu, c'est quelque chose qu'on fait moins maintenant, mais il y a eu pendant longtemps des histoires monumentales, et c'est ce à quoi Émile Prisdavène s'est attaché en produisant toutes sortes de relevés, en particulier entre 1858 et 1860, donc relevés d'inscriptions, relevés de marbre travaillé, relevés photographiques, hein, c'est des photos très anciennes, donc des années 1858, des grands tombeaux en particulier dans la cité des morts, et des publications aussi, donc Prisdavène, dès les années 1858, écrit sur les monuments du Caire dans les encyclopédies françaises. Et d'ailleurs a toutes sortes de théories, lui aussi, sur la façon... Donc, comment il faut faire pour s'approprier l'art arabe, et il a cette citation dans ses papiers qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France aujourd'hui: quel que soit le talent qu'on possède, il faut s'arabiser pour faire de l'art arabe. C'est en entrant corps et âme dans la vie des musulmans, en parlant leur langue, en respectant leur religion, en épousant leurs préjugés, que je suis parvenu à pénétrer un tant soit peu dans les mœurs et les coutumes des Arabes d'autrefois. Et on voit aussi, je vous ai mis à l'écran une gravure d'Adalbert de Beaumont pour vous montrer qu'en fait, c'est des mondes extraordinairement liés aussi. Ils se connaissent tous. Prisdavène a aussi utilisé des gravures de Giraud de Prangé à partir de ses photos en particulier. Voilà. Et c'est aussi des entreprises, l'art arabe de Prisdavène, qui a connu d'innombrables rééditions, éditions et rééditions jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien s'imaginer que c'est une entreprise au départ individuelle. C'est pas comme la description de l'Égypte, qui est une entreprise, disons, publique, nationale, institutionnelle. C'est une entreprise individuelle. À un moment donné, il coordonnait plus de 60 graveurs pour pouvoir obtenir ces planches. Et ces planches, il les obtenait comment? À partir, en fait, de relevés grandeur nature. Et on en a, la Bibliothèque nationale de France en a conservé un certain nombre, qui donc sont des estampages. Donc c'est des papiers mouillés qu'on applique sur les ornements pour en avoir une trace qui permet ensuite de les dessiner à l'échelle grandeur. Et dans le tas, évidemment, on a beaucoup de choses, des traces d'ornements qui n'existent plus. Donc c'est aussi, toutes ces enquêtes sont aussi des réservoirs documentaires assez extraordinaires et qui demanderaient à être peut-être mieux exploités. En l'occurrence, tous les papiers ramenés par Prisdavène ont été numérisés et sont accessibles sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. D'autres noms beaucoup moins connus, là je vous ai mis un certain conte d'Estourmel parce que j'ai trouvé que la citation était assez rigolote. Vous imaginez la scène, c'est assez cinématographique. Je dessine quelquefois dans les rues du Caire et ce matin je me suis avisé d'un expédient pour me préserver du contact des passants. J'ai monté sur un chameau, ce qui a fort déjoué les curieux, auxquels j'ai ainsi enlevé la facilité de regarder par-dessus mon épaule. Et vous voyez parfaitement la scène dans les rues étroites de la vieille ville où effectivement il doit y avoir un nuage d'enfants ou même d'adultes qui regardent un étranger en train de dessiner ou de photographier. Voilà, et donc percher sur son chameau, ça ne devait pas manquer de sel. Ces enquêtes, elles ne sont pas du tout françaises uniquement, elles sont britanniques aussi. Quelqu'un qui était aussi au Caire dans les années 1840, c'est l'architecture James Wilde, qui a lui aussi produit des milliers de dessins, soit de détails d'ornements, soit de maisons du Caire, la plupart
également disparu. Donc c'est aussi un réservoir documentaire très important. C'est un autre artiste, John Frederick Lewis. Lui, c'est pas en tant qu'architecte qui s'intéresse aux maisons du Caire, mais c'est en tant que peintre. En l'occurrence, ça c'est la maison dans laquelle lui-même a vécu et dont il a profité pour faire beaucoup de dessins. Et nous réfléchissons beaucoup d'ailleurs sur où pourrait être cette maison. On a quelques idées et peut-être que finalement un jour nos idées trouveront un aboutissement. Mais en tout cas, voilà, il y a tout ce matériel, ça encore aussi en ligne sur le site du Victoria and Albert Museum. Ce que ces dessins racontent aussi, d'une certaine manière, c'est la possibilité, c'est l'accessibilité de certains lieux. Peut-être qu'une des maisons les plus souvent dessinées au Caire au XIXe siècle est une maison qui s'appelait la maison du Moufti. Malheureusement, cette pièce-là en particulier n'existe plus. Le reste est en assez mauvais état. Mais en tout cas, c'est une maison qui a été dessinée par énormément de gens parce qu'elle était probablement inhabitée déjà, en tout cas cette partie de la maison, et que donc elle était ouverte au public et aux artistes en particulier qui s'intéressaient. Encore une autre représentation, là cette fois-ci en élévation, une coupe en élévation de la maison avec toutes sortes de détails assez extraordinaires, y compris une date sur un vitrail et aussi ces représentations paysagères typiques de l'architecture tardo-ottomane du Caire et pas seulement du Caire. Encore la maison du Moufti qui a été vraiment beaucoup dessinée et photographiée, et vous verrez un peu plus tard pourquoi est-ce que cet architecte suisse Theodor Zerleder s'est intéressé autant à cette maison. Donc le deuxième temps, je dirais, de cette présentation, c'est pour vous montrer que les raisons d'être de cette boulimie iconographique, d'une certaine manière, sont variées. Il est question d'art. Les peintres ont besoin de détails pour rendre vivant ou authentique, entre guillemets, leur tableau. La science orientaliste a besoin de relevés et d'informations pour se constituer, mais la création architecturale est une autre motivation très puissante de ce mouvement de reconnaissance, je dirais, de l'architecture mamelouk du Caire. Pascal Coste le dit très clairement dans ses mémoires. Il précise que c'est parce que Mohamed Ali, le grand pacha, lui avait commandé une mosquée à construire à la citadelle qu'il a demandé, du coup, à être accompagné d'un firmant pour visiter les mosquées, accompagné d'un garde pour pouvoir rentrer partout. Et de fait, en 1825, Pascal Coste propose un projet de mosquée à construire à la citadelle, et je vous ai mis à côté la mosquée telle qu'elle se présente à la fin du XIXe siècle, et vous voyez assez facilement que ça n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que le projet que Pascal Coste a présenté ne s'est pas matérialisé. N'empêche que c'est par ce projet qu'il en est arrivé à produire d'innombrables dessins, dont certains ont été publiés, mais pas tous. Ils sont conservés à Marseille, et là encore, c'est un très bel ensemble, pas seulement sur l'architecture d'ailleurs, mais sur aussi la société égyptienne, avec plein de petits dessins vraiment très jolis, très fins, et puis voilà, qui racontent aussi beaucoup de choses. La raison pour laquelle cet architecte suisse Theodor Zerleder s'est donc intéressé à la maison du Moufti, c'est tout simplement parce qu'il avait la commande d'un salamlik, entre guillemets, en fait un fumoir, pour le château d'Oberhofen sur les bords du lac de Thon en Suisse. Donc vous voyez les raisons qui poussaient donc ces architectes à se déporter vers l'Égypte pour se donner des
des idées. Ce fumoir a été restauré récemment et maintenant il peut se visiter. Alors évidemment, c'est différent de la maison du Moufti, mais ça vous explique la démarche qui consiste, quand on a une commande architecturale de ce type, à aller se renseigner sur place, à ramener des dessins pour s'imprégner de cette architecture et essayer de la recréer, sachant que ce n'est pas toujours si simple que ça. Un autre personnage très très important, et Mohamed Bouabdallah vous a pas dit tout à l'heure une des raisons aussi qui lie la France à l'architecture néo-mamelouk, c'est l'ambassade de France, tout simplement, enfin, ce qu'il en reste aujourd'hui à Giza. Parce que en fait c'est encore une très longue histoire, mais en tout cas c'est un lien très fort entre la France et l'architecture néo-mamelouk. La personne qui est liée à ça, c'est l'architecte Ambroise Baudry, puisqu'il a travaillé avec deux de ses inspecteurs sur cet hôtel particulier, très impressionnant, très grand, qui n'existe plus, qui se trouvait au croisement de la rue Kasr El Nil et de la rue Chérif, là où il y a maintenant l'immeuble connu comme Immobilia. Et cette construction néo-mamelouk a été faite à l'initiative d'un aristocrate français, le comte de Saint-Maurice, qui était en fait le grand écuyer du Khedive Ismaïl. C'est une maison, c'était probablement, parce que vu la quantité de documents iconographiques qu'il y a sur cette maison, c'était aussi l'une des maisons les plus impressionnantes du Caire de ces années-là, donc les années 1870. Et c'est une maison qui inaugure quelque chose qui va être très important dans l'architecture néo-mamelouk égyptienne de ces années-là, qui est la question du remploi et des répliques. C'est-à-dire que pour constituer, pour bâtir cette chose-là, mis à part le fait que c'est sur un plan, disons, inspiré de l'architecture mamelouk et ottomane égyptienne, pour rendre le lieu, comment dire, authentiquement mamelouk, on remploie des fragments de maisons qui sont en train d'être démolies au même moment, et quand il n'y a pas suffisamment de fragments, on les reproduit par des copies, et vous allez voir des exemples. Donc la citation, c'est une d'ailleurs des rares citations qu'on a du comte de Saint-Maurice lui-même, quand il écrit au directeur d'un musée anglais. Il s'agit d'une maison que j'ai fait construire au Caire sur un plan ancien, avec des matériaux provenant des plus belles habitations des XIVe, XVe et XVIe siècles. Il y a des plafonds sculptés, peints et dorés, des mosaïques de marbre et de nacre, des portes de bronze et d'ivoire, des faïences de Perse et du Caire, ce qu'on appelait la faïence de Perse à l'époque, c'était des izniks, des moucharabiés, et on voit là un bout de moucharabié aussi, qu'il a finalement pas réemployé, des inscriptions et des moulages. Donc, par exemple, c'est cette porte qui venait d'une madrasa qui avait été démolie et dont toutes les portes avaient été vendues. Des inscriptions venant d'une demeure copte, ça c'est aussi quelque chose d'assez étonnant parce qu'en fait c'est un psaume. Ça vient de la Bible, c'est une inscription biblique. Généralement, on pense au Coran. En fait, non, c'est une inscription biblique. C'est le psaume 150, qui est en fait une ode à la musique et qui est liée à la fonction de ce grand salon de l'habitation Saint-Maurice, à savoir un salon de musique. Et une partie, les deux panneaux supérieurs et inférieurs, enfin les deux bandeaux supérieur et inférieur sont l'inscription originale, probablement, et parce qu'il manquait un morceau, le panneau central est probablement quelque chose de nettement postérieur. D'ailleurs, l'écriture est compliquée. Enfin bon, voilà, il y a toute une histoire aussi autour de ces inscriptions qui continuent à être aujourd'hui visibles, encore qu'à 7 mètres de haut, donc on ne les voit pas beaucoup, mais dans le vestibule aujourd'hui de ce qui est le bureau de l'ambassadeur, puisqu'en fait la maison du comte de Saint-Maurice n'existe plus, mais le grand salon a été démonté et remonté à Giza.
Un autre exemple, enfin d'autres photos de cette maison qui vous montrent comment la céramique, par exemple, était utilisée en tour de porte, comment à partir de petits polygones, on refabriquait des portes modernes. Certains d'entre vous, s'ils connaissent le bureau de l'ambassadeur, auront reconnu le plafond du bureau de l'ambassadeur, qui était en fait la chambre du comte de Saint-Maurice initialement, la grande terrasse. Voilà, et les moulages. Donc en fait, il y avait Gaston de Saint-Maurice avait fait faire plus de 80 moulages d'ornements du Caire et qu'il avait utilisé donc pour décorer. Alors vous voyez, c'est dans le goût de l'époque, hein, c'est ultra chargé, donc pour orner les parois. De la céramique aussi, celle-ci provenant de Damas, encore des ornements venant, c'est une rosace qui vient de la mosquée du sultan Hassan, et qui d'ailleurs a été exposée il n'y a pas très longtemps, donc c'est des ornements en plâtre, et manifestement c'était une industrie à cette époque-là au Caire, puisqu'on a beaucoup de photos de ces ornements qui d'ailleurs pouvaient s'acheter au musée du Caire. Et là, je vous ai mis les trois images qui sont le cycle, en fait, de ces ornements. Donc, vous avez en haut une niche stuquée dans la mosquée Al-Moayyad. Donc, ça, c'est la chose telle qu'elle est sur place. Le dessin est donc le moule qu'on en fait en simplifiant certaines parties. Et à partir de ce moule qu'on réplique, on arrive à des grands panneaux de décoration. Et voilà, c'est aussi une citation qui nous fait savoir que c'était une pratique donc assez étendue, puisque là c'est bien plus tard, et c'est un certain Raphaël Soares, celui qui a donné son nom au rond-point qui s'est longtemps appelé Soares, parce que sa maison se trouvait là. Et donc Raphaël Soares écrit à Ambroise Baudry, qui est son architecte, à propos de son hall arabe, et il dit voilà, il y aura un joli moulage au-dessus, en amont un arrangement en architecture qui fera un pendant varié. Jaladon, qui est mon entrepreneur, à tous les moulages des mosquées du Caire. De même, il peut me fournir tous les vitraux arabes que je veux. Donc en fait, il y avait vraiment une production très importante à la fois de moulages et de vitraux. Et d'ailleurs, pas seulement, vous le verrez un peu plus tard. Encore un autre exemple de comment, à partir d'un bois ancien, on fait une réplique à titre de décoration de porte. Encore un autre exemple, et je vous exhorte à regarder, parce qu'on va le revoir, le motif tout en haut sur le plafond. Et donc le hall tel qu'il se présente aujourd'hui, et qui donc voilà, est une petite trace modeste de ce qu'a pu être la villa du comte de Saint-Maurice au Caire. C'était pas la seule villa, il y en avait une autre, la villa de l'Or de Gléon, qui existe toujours en très très mauvais état malheureusement, mais qui était faite avec le même principe, des moucharabis anciennes, des moulages. Et Delors de Gléon lui-même, et donc celui qui a été encore une connexion avec les expositions universelles, donc le commissaire de la rue du Caire à l'exposition universelle de 1889, où il a fait aussi venir des matériaux anciens et qu'il a arrangé dans une rue complète, reprenant toute la typologie architecturale du Caire. Et à partir de ces matériaux, qu'il a ramené du coup en Égypte. Il a construit cette maison qui existe encore aussi rue Chérif, et il a construit donc son fameux chalet égyptien d'Aromanche. Donc il y avait ce recyclage en permanence de tous ces éléments. C'est quelque chose qui en particulier, qui était très important en Égypte, mais qui était très important en France à l'époque, et qui ne concernait pas d'ailleurs que l'architecture mamelouk. Il y a une industrie du remploi d'une certaine manière qui se met en place en France à ce moment-là. C'est lié aussi à la France révolutionnaire, je veux dire à l'ancien régime qui n'a plus les moyens donc d'entretenir ces demeures, etc.
et ça j'anticipe peut-être, donc Ambroise Baudry a aussi dessiné des intérieurs pour le Khedive Ismaïl. Là c'est au palais de Guise, et c'est intéressant parce qu'on a un double registre décoratif. En bas, donc c'est la salle à manger et le grand salon, et donc en bas on a une salle avec une décoration typiquement Second Empire, avec le velours vert en particulier, et puis en haut quelque chose qui est déjà avec les vitraux, le marbre, la mosaïque de marbre, etc., qui est déjà dans le registre néo-mamelouk. Donc c'est pas seulement quelque chose pratiqué par les Européens, mais qui est aussi soutenu localement. La maison d'Ambroise Baudry lui-même, au Caire, elle n'existe plus. Elle a été démontée, démantibulée, et puis ensuite remontée partiellement dans un autre quartier du Caire. En revanche, il a ramené beaucoup des choses qui étaient dans la maison, en particulier les céramiques. Il avait une très belle collection de céramiques d'Iznik et aussi de Damas, qu'il a vendu ensuite au musée du Louvre. Mais on voit, d'après les photographies conservées en famille, comment ces céramiques étaient utilisées en tour de porte. Et vous voyez de nouveau les moulages, les portes, voilà, tout ce vocabulaire architectural pour produire de l'architecture néo-mamelouk. Et en produisant d'ailleurs des espèces d'oxymores, enfin de choses dont on ne sait plus très bien quoi faire aujourd'hui. Et là, c'est un très bel exemple d'un meuble que vous voyez au fond de la photo, d'un meuble qui a été fait au XIXe siècle, mais à partir de panneaux anciens et d'épigraphie du XIVe siècle, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce meuble se trouve dans les salles mamelouks du musée d'art islamique du Caire, avec un label un peu mi-figue, mi-raisin, se disant mais on n'a jamais vu ça, c'est vraiment très bizarre, ça ressemble pas vraiment à quelque chose de mamelouk, et de fait ce n'est pas mamelouk, c'est un meuble du 19e siècle, mais dans lequel on a incrusté des éléments mamelouks. Là encore, c'est des choses intéressantes à étudier, parce qu'en fait il y a beaucoup d'exemples de ces réappropriations et qui donc produisent des objets hybrides qui pourraient d'ailleurs peut-être avoir une salle en tant que telle pour eux-mêmes. Ambroise Baudry n'a pas construit qu'en Égypte, il a aussi fait des projets pour l'Italie, malheureusement ce très beau mausolée, mais qui n'a pas été réalisé, ou réalisé d'ailleurs d'une manière un peu différente. Aussi l'intérieur d'un manoir breton, un château aussi, encore un fumoir pour un château qui a été malheureusement récemment démantelé, donc il reste plus rien. Et puis ce très beau fumoir, lui aussi démonté et probablement perdu. Donc pour Edmond Rothschild à Paris, je vous montre une autre vue. Donc c'est une pièce assez petite en fait, avec une coupole et tous les murs extraordinairement travaillés. Et puis avec cette chose qui est assez typique de ce temps-là aussi, c'est les tapis au mur, parce que ces très beaux tapis à médaillons étaient en fait considérés presque comme des œuvres d'art, comme des toiles en fait, comme de la peinture. Donc on mettait les tapis au mur dans un fumoir. C'est pas terrible la nicotine pour les fumoirs, mais bon, on n'avait pas la même notion, j'imagine, de la préservation. Ambroise Baudry, avec un de ses camarades, Henri Saladin, a aussi fait un projet pour une mosquée à Paris en 1895. Ça devait se trouver sur le Quai d'Orsay d'ailleurs, mais ça n'a pas été réalisé finalement. C'est bien plus tard qu'il y a eu une mosquée à Paris. Je crois une des choses qui rend cette architecture si particulière, produite par Ambroise Baudry et ses clients, je dirais, c'est leur goût de la collection d'objets islamiques. Tous étaient des grands collectionneurs et ont possédé
de très très beaux objets qu'ils avaient réussi à repérer chez les antiquaires du Caire, puisqu'il y a déjà un commerce des antiquités qui se met en place, qui est déjà en place à ce moment-là. Leur collection ayant été achetée par des musées européens, Paris en particulier et Londres, on a une image de leur collection et ça montre donc cette très grande proximité en fait qu'ils ont avec l'art mamelouk en particulier. J'aime particulièrement ce qu'on appelle une chinoiserie mamelouk, c'est-à-dire un carreau mamelouk, mais d'inspiration chinoise, puisque tout l'art mamelouk était très très inspiré, pas seulement dans la céramique, mais aussi dans la pierre de décors chinois, mais aussi des inscriptions. C'était effectivement des grands collectionneurs et c'est ça qui donne, je pense, quelque chose de particulier aux intérieurs qu'ils ont essayé de recréer. Encore des pièces de la collection Ambroise Baudry, un fragment fatimide qui est une des pièces phares du musée du Louvre, et le propre salon d'Ambroise Baudry à Paris, où il a vécu donc jusqu'à la fin de ses jours, et une page de son carnet et une de ses photographies pour montrer comment il travaillait en fait. Effectivement, ils allaient sur place, ils prenaient des photos et ensuite ils conservaient cette mémoire-là pour l'intégrer dans leur construction. C'est pas les seuls. Il y a d'autres réseaux, en particulier des marchands, qui ont aussi créé des showrooms, disons, d'art islamique, mais c'est un petit peu différent, même si les objets sont précieux et si on retrouve cette idée d'accrocher les tapis au mur. Encore un autre exemple donc de la galerie orientale d'Albert Goupil à Paris. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'on en est sur la question du temps. Je voulais vous parler d'un autre médiateur très important de l'architecture mamelouk, qui est de la même génération, mais qui vient d'un domaine un peu différent, qui est donc un architecte tchèque, Franz Schmorans, qui a lui aussi, dans les mêmes années, fait énormément de relevés de maisons et de mosquées au Caire, et aussi donc cette maison, très belle maison copte. Et lui aussi dans la perspective de l'exposition universelle. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Vienne en 1873, et c'est assez... Là, pour le coup, c'est très exceptionnel, puisque souvent, quand je montre ces photos, on me dit mais vous savez, Mercedes, ça, c'est pas du tout à Vienne, hein, c'est au Caire, c'est dans la Cité des Morts. Je dis non, je vous assure, c'est à Vienne. Ah mais non, mais je vous assure, on va vous montrer, on va vous emmener. Hein, non, c'est pas à Vienne, c'est en Égypte. Et effectivement, Schmorans avait une science assez profonde des monuments du Caire, et donc a bâti ce très bel ensemble à Vienne. Ensuite, et c'est là où finalement l'architecture passe aussi dans les arts décoratifs, ensuite il a travaillé pour des verriers, en l'occurrence la firme Lobmeyer, où ils ont produit énormément de verreries dans le style mamelouk, des carreaux aussi, là pour une firme hongroise. Et finalement, le résultat de tout ça, Franz Schmorans a été le créateur, le fondateur de l'Académie d'architecture de Prague, qui a formé énormément d'architectes qui ensuite ont essaimé dans l'Empire austro-hongrois jusqu'à Sarajevo, où en fait, finalement, un des bâtiments les plus importants de Sarajevo est une œuvre quasi entièrement égyptienne, entre guillemets. Vous avez donc, c'était au départ l'hôtel de ville. Maintenant, c'est un bâtiment ça a été aussi la Bibliothèque nationale. Elle a brûlé. Enfin, bon, voilà, c'est quelque chose d'assez connu. Et après, elle a été restaurée donc en 2005, et maintenant, ça se visite. Les relations avec l'architecture mamelouk du Caire et ottomane aussi sont assez évidentes.
Et la surprise quand j'ai visité ce bâtiment, c'est qu'en fait, si vous vous rappelez de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, il y a le plafond de l'hôtel particulier du comte de Saint-Maurice au Caire qui est reproduit dans une des salles de cette bibliothèque. C'était l'ancienne salle de lecture. Donc, et tout ça passe aussi par le fait que des moulages de ce plafond avaient été achetés par le musée Victoria and Albert Museum en 1884. Donc vous voyez comment les choses circulent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on discute avec les Bosniaques sur ce bâtiment, ils disent mais non, mais ça c'est de l'architecture nationale, c'est bosniaque, hein, c'est absolument pas égyptien. Je dis je vous assure, je crois que c'est très égyptien. Ils disent non, 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 pas du tout, c'est de l'architecture bosniaque, c'est le style bosniaque, c'est le style national bosniaque. Je dis bon. D'accord. Mais de fait, c'est quand même très informé, très documenté et très imprégné par l'architecture d'Égypte et en l'occurrence donc par ce plafond connu par la voie de moulage ou par son existence, son remontage lui-même dans ce qui est devenu ensuite la légation de France au Caire. Je vais peut-être passer. Est-ce que quelqu'un peut me dire le temps qu'il me reste, Ambre ? Ouais, bon, ben alors voilà. Des choses plus anecdotiques, mais assez amusantes. Ce bâtiment de Gaudi, connu comme El Capriccio, le caprice, et qui en fait, Gaudi n'est jamais venu en Égypte, mais il se trouve qu'il y avait une grande collection de photos d'Égypte à Barcelone, et que donc, en feuilletant ces images, il a sans doute vu, ou on lui a raconté, je ne sais pas. En tout cas, le fait est qu'il y a ce minaret qui repose sur 4 colonnes et qui est assez typique de l'architecture alexandrine. Donc pour cette dernière partie de l'exposé, je voulais revenir... alors là, on est à Paris, mais je voudrais revenir au versant local. Pour l'instant, on n'a vu que des architectes ou des clients français essentiellement, ou alors européens, tchèques, à part le Khedive et Ismail, pour cette architecture néo-mamelouk. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est aussi une réalité égyptienne à laquelle ont participé un certain nombre d'amateurs, et en particulier aussi des collectionneurs d'objets. Un des premiers exemples qu'on a, c'est donc des objets qui sont présentés au pavillon donc égyptien de l'exposition universelle de 1867 à Paris. Et ces objets, en fait, ils ont été rassemblés par un ingénieur qui s'appelle Hussein Pacha Fahmi El Ma'amar, qui en fait travaillait à l'époque pour les services d'architecture, puis après pour le ministère des Waqf, et qui donc a constitué toute une grande collection qu'il a exposée de bois ancien en particulier, mais pas seulement de bois, il y a aussi un peu de la céramique, il y a aussi des métaux. Enfin, c'est une collection en fait assez typique de ce qu'on collectionnait à l'époque, qu'il a présenté à Paris en 1867 et ensuite l'a vendu quelques mois plus tard à Londres. Et donc maintenant, la collection se trouve à Londres. Et Hussein Pacha Fahmi El Ma'amar correspond à ce même modèle d'un architecte qui s'inspire des objets pour construire, pour l'architecture, puisque c'est à Hussein Pacha Fahmi El Ma'amar qu'on doit le premier projet de la mosquée El Rifai, qui est donc ici. Alors après, c'est pareil, c'est une longue histoire. La mosquée Rifai a été finie d'une manière différente, mais c'est donc Hussein Fahmi qui avait commencé à la construire. Là, c'était pour revenir sur la question de l'auquel, hein, donc il y avait une wekal de Haute-Égypte qui avait été remontée à Paris, enfin qui avait été imaginée à Paris en 1867, et des morceaux de cette wekal ont été redémontés et reconstruits ailleurs par le sculpteur Charles Cordier. C'est pour vous dire donc l'importance qu'on attachait à cette architecture, même s'il s'agissait d'une certaine manière d'une architecture de seconde main. La mosquée Rifai aujourd'hui dans une forme un peu différente, puisque le projet a été repris ensuite.
Un autre architecte égyptien très lié au style mamelouk, c'est Sabr Sabri, dont vous voyez ici la mosquée Oula Denan. Alors encore une mosquée qui a été construite, démontée puis remontée, puisqu'elle se trouve aujourd'hui à Saïda Aïcha. Donc il y a vraiment un art, d'une certaine manière, du remploi, qui est aussi très égyptien. Et je finirai sans doute par là, montrer que c'est des choses qui sont liées. Sabr Sabri a aussi construit beaucoup pour le ministère des Waqf, d'ailleurs avec le propre fils de Hussein Pacha Fahmi El Meammar, Aziz Iskandar, beaucoup de beaux monuments néo-mamelouks au Caire. Architecture néo-mamelouk, mais aussi tous les arts décoratifs qui l'accompagnent. Donc dans la boiserie, il y avait beaucoup de marchands au Caire chez qui on pouvait se procurer des boiseries néo-mamelouks, ces petits guéridons en particulier, Kursi, dont on connaît des innombrables exemples. Là, un des plus gros ateliers connus pour la boiserie néo-mamelouk, qui étaient les établissements de Giuseppe Parvis, quelqu'un qui a été jusqu'à employer 100 ouvriers pour produire du mobilier néo-mamelouk. Du metalwork, des objets en acier aussi, plutôt en métal, plutôt fabriqués à Damas en fait. C'était les Damascènes qui étaient plus forts dans les objets, le métal néo-mamelouk, mais aussi des lampes. Là, en l'occurrence, on pense que c'est des lampes qui étaient peut-être destinées, mais on ne sait pas, à la mosquée Rifa, et en tout cas qui sont au nom du Khedive Abbas Hilmi le second, daté de 1910. Un autre exemple passé récemment en salle de vente, qui venait de la famille de Boros Noubar. Donc il y avait, c'est des objets datés de 1910. Donc en 1910, au Caire, il y avait une industrie très importante de la verrerie néo-mamelouk et aussi du travail de la mosaïque de marbre et de nacre en fait. Et c'était des panneaux ou des objets qui étaient utilisés pour décorer les intérieurs. Il y avait des intérieurs, mais aussi des petits édicules, comme ces deux fontaines, toujours fondées par Boros Noubar, à la mémoire de son père. L'inscription de fondation est assez précise, et c'était des fondations qui avaient un but pieux, puisqu'il s'agissait d'offrir de l'eau gratuitement aux gens qui ne pouvaient pas payer le prix imposé par la Société des eaux. Autre exemple encore, chez les Oreb, un intérieur mamelouk, une maison entièrement mamelouk d'ailleurs, et ce très bel exemple aussi connu comme Dar el-Mathaf, malheureusement démoli en 1955, et qui est toujours ce même exemple de quelqu'un qui collectionne les objets, puisque Omar Sultan, en l'occurrence, qui était le propriétaire de cette maison, avait une grande collection à la fois d'art ancien égyptien, mais aussi d'objets mamelouks qu'il avait donc dans ce hall de style arabe qu'il présentait, en particulier dans ce hall de style arabe, et deux objets de sa collection. Cette image pour vous dire que, au-delà des très grands collectionneurs, plus largement, il y a quelque chose qui s'appelle le salon arabe, qui se popularise dans les intérieurs égyptiens, alors toujours avec du meuble d'immobilier néo-mamelouk, mais aussi avec souvent des pièces authentiques remontées, tout un jeu là-dessus. Et on peut dire que cela reste sinon une tradition, en tout cas une perspective aujourd'hui, puisque il y a 1 ou 2 ans, j'avais eu l'occasion de commander un article sur cette maison au Fayoum, qui est faite à la fois de répliques, mais aussi d'éléments anciens, en particulier le portail de l'entrée appartient à une ancienne mosquée dont les éléments ont été vendus, la mosquée de Fatma Nabawiya, puisqu'elle a été totalement
totalement reconstruite. Et là encore, on retrouve ce modèle, d'une certaine manière, de l'architecte collectionneur, puisque Omar El Farouk, c'est de lui qu'il s'agit, était aussi un grand collectionneur, et il dit que c'est au contact de ces objets qu'il a appris, d'une certaine manière, la puissance et la beauté de l'art mamelouk. Et pour finir, peut-être, une dernière image qui montre comment, si vous voulez, cette architecture néo-mamelouk, elle est à la fois inscrite dans ses remplois, elle est à la fois inscrite dans le temps long de l'Égypte et peut-être dans le temps court de son histoire plus récente. Au cours de mes enquêtes, j'avais été rencontrer un des plus gros entrepreneurs de démolition du Caire, parce que ça, c'est typiquement les questions de chercheurs. Je voulais savoir comment en arabe on appelait son métier. Et donc le patron ou le neveu du patron de l'entreprise m'a regardé d'un air un peu comme ça en se disant mais qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Et puis j'ai essayé de lui expliquer, bah oui, pour moi ça m'intéresse, j'aimerais savoir les métiers, tout ça, c'est important. Et comment est-ce que s'appelle votre métier en arabe? Et il m'a dit démolisseur. لا مش معول démolisseur.